Bonjour à tous. On est un petit peu tôt ce matin, peut-être que le monde a eu du mal à se réveiller d'hier soir. On va penser aussi que la RAC est maintenant quelque chose de bien implanté et que c'est devenu le standard dans la prise en charge chirurgicale. En tout cas, je pense que ceux qui ne font pas de RAC aujourd'hui, je pense qu'ils pourraient aller faire de l'échographie par exemple, et que c'est le standard que devrait être la prise en charge chirurgicale de tout le monde. Guillaume, on va te laisser la parole pour présenter un petit peu la méthodologie. Merci Vincent, merci Raphaël. Donc on va parler méthodo, donc ça va permettre aux retardataires d'arriver. Donc c'est un petit peu ardu à 8h30 le vendredi matin, mais on va essayer d'être assez court, je vous rassure. Donc je remercie bien évidemment Nicolas Bourdel qui était le méthodologiste de CRPC avant, qui a participé beaucoup à ce groupe de travail, Henri, Raphaël, Arthur et Vincent du groupe de pilotage. Donc les RPC, vous connaissez bien, c'est une méthode bien particulière. Il y a le promoteur qui est le collège qui pose la question, qui va désigner finalement les membres d'organisation, puis le comité d'organisation qui va borner le sujet, élaborer les questions, délimiter les experts, des experts qui vont coter la littérature, faire une biblio complète, élaborer des propositions de recommandations, des lecteurs qui vont relire, et puis comité d'organisation experts qui vont finir finalement ces RPC. Dans le cas de la RAC, finalement, le niveau de preuve était tel qu'on n'a pas choisi de faire des RPC classiques, mais de faire un consensus formalisé d'experts. Donc, on va voir un petit peu la méthodologie de ce consensus formalisé d'experts, qui est une méthodologie un petit peu différente pour quand même réussir à dégager des propositions pour guider votre pratique clinique. Donc ça se fait quand finalement on voit que plus 50% des questions vont aboutir à un accord professionnel et qu'on n'aura pas suffisamment de biblio et de niveau de preuve élevé pour pouvoir conclure. Donc en gros, comment ça se passe ? Le groupe de pilotage désigne des experts qui vont analyser la littérature, qui vont proposer des conseils de bonne pratique. On ne va pas recommander, mais on va proposer de ne pas faire. C'est une petite subtilité sémantique. Et puis, une fois que le texte a été, l'analyse de la littérature a été faite, il va y avoir une validation par un processus Delphi, des rondes Delphi pour valider, pour obtenir finalement ce fameux consensus et aboutir à des propositions validées. La RPC-RAC, c'est une méthodologie qui a été un tout petit peu particulière par rapport à ce consensus formalisé d'experts, puisque ça a débuté avant le Covid, c'était l'ère d'avant, comme on dit, où il y avait un groupe de travail, rédaction des questions par les experts. Il y avait une première mouture avec une relecture externe des questions par les experts, un texte qui a déjà été présenté en présentiel en 2020. Et puis, on a, entre-temps, la méthode des RPC a changé, donc on a voulu valider par une méthode Delphi, finalement, les propositions qui avaient été faites à l'issue de ce travail. Et du coup, ça a rallongé un petit peu la sauce, et ça permet d'avoir une méthodologie plus forte. Par rapport au RFE, on ne va pas renvoyer finalement aux relectures externes après le Delphi, ce qui est normalement, c'est groupe de pilotage, groupe de cotateurs qui lit les Delphi et qui cote, et puis relecture externe, vu qu'on a eu la relecture avant le Delphi, ça va s'arrêter là, puisque c'est toujours difficile de solliciter les relecteurs. Je les remercie d'ailleurs pour leur travail assidu, comme les experts qui ont coté. Donc pour le consensus formalisé, on s'est basé sur les recommandations de la HAS de 2010. Donc le groupe de pilotage, je l'ai cité, rédaction de l'argumentaire scientifique, analyse de la littérature, rédaction des propositions. On a fait 23 propositions de recommandations qui ont été soumises finalement au groupe de cotation. Le groupe de cotation, classiquement, il faut entre 9 et 15 experts de manière optimale pour coter les propositions. Les experts, ils avaient une expertise particulière dans le domaine de la RAC. Ils étaient tous de nationalité française. Ils représentaient un petit peu finalement les PA, les centres périphériques, les CHU, l'activité privée. On avait essayé d'être le plus représentatif des gynéco-obstes français qui s'intéressaient à la RAC. Leur mission finalement, c'était de sélectionner par un vote en 2 tours les propositions à retenir ou à exclure.
et de participer à une éventuelle réunion de relecture. Et puis le groupe de relecture qui avait donné un avis formalisé sur le fond, la forme de la version initiale. Comment ça se passe quand on est expert et qu'on doit coter finalement les propositions? On doit répondre 1. La proposition est totalement inappropriée, je ne suis pas d'accord avec cette proposition, ou 9. Totalement appropriée. Et puis à 5, vous voyez, c'est l'indécision. Et on met une note comme un peu une échelle analogique de la douleur pour coter les propositions. Donc on va analyser finalement les réponses de ces cotations et on va dégager des propositions appropriées lorsque la médiane de toutes les notes obtenues par les experts noteurs est supérieure ou égale à 7 et que toutes les cotations sont supérieures ou égales à 5. La proposition elle est jugée totalement inappropriée, elle est rejetée lorsque la valeur de la médiane est inférieure à 3,5 et que les cotations sont toutes inférieures à 5. Et puis, il y a une indécision. La proposition elle est jugée incertaine lorsque la valeur de la médiane elle est comprise entre 4 et 6,5, ou ce qu'il y a absence de consensus, on va le voir, entre les membres de cotation. Bien sûr, il faut que les experts répondent à la fois au premier tour et à la fois au deuxième tour. Donc vous voyez, il y a les propositions appropriées avec accord fort, c'est celle que je vous ai dit, supérieure ou égale à 7 et toutes les réponses entre 7 et 9. L'accord relatif, la médiane, elle est forte, elle est quand même supérieure ou égale à 7, mais on a des notes qui s'étalent un petit peu plus, qui sont inférieures à 7, qui vont entre 5 et 9. Les inappropriés, on n'en a pas eu, donc je vais passer assez vite, finalement, où on a des notes faibles. Et puis, la situation où les propositions sont jugées incertaines, où les notes sont entre 4 et 6,5, ou supérieures à 7, mais il nous manque un médecin n'a pas répondu à cette proposition, où il a mis une note inférieure à 5. Et du coup, c'est des discussions qui vont être soumises à un deuxième tour, et éventuellement à une réunion pour discuter ensemble et finalement obtenir ce fameux consensus. Deuxième tour de cotation, on va remettre les propositions sur le tapis. On va fournir aux médecins qui avaient noté les notes finalement du groupe de notation. C'est vrai que c'est une méthode un petit peu biaisé de principe, parce que le but c'est d'obtenir le consensus, donc on force un petit peu ce consensus. Ça peut paraître un petit peu bizarre de cette méthodologie vu de l'extérieur, parce qu'on se dit c'est biaisé, on leur dit les gens ils ont voté à 9 ils ont mis 8 de médiane et vous avez mis 4 soit vous justifiez, soit vous mettez mieux. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est la méthodologie du Delphi. Et puis, on peut exclure finalement dans le deuxième tour une note c'est comme au patinage artistique, qui est moins bonne. Finalement, pour obtenir ce consensus, c'était les méthodes de consensus modifiées selon la procédure UCLA. Et puis, on n'a pas eu de données manquantes, mais il faut qu'au moins il y ait la majorité des participants qui ait répondu. Donc au deuxième tour, vous voyez, là, c'est le même tableau, sauf que si on a une donnée manquante ou on a une note qui est un petit peu plus faible, inférieure à 5, on va pouvoir quand même avoir une proposition jugée appropriée avec accord relatif, et on pourra dire que cette proposition, elle est finalement validée pour être retenue dans le texte final. Donc, le panel d'experts, on a invité 34 experts qui ont été sollicités. 13 ont répondu aux 2 tours de la ronde Delphi, 40% de réponses pratiquement, c'est pas mal, c'est toujours comme ça, on est malheureusement toujours un petit peu déçu de la participation, mais c'était particulier, c'était en fin d'année, fin d'année 2021 et début 2022, donc c'était une année où ça repartait à pleine balle et c'était compliqué pour les experts aussi de répondre. On les remercie, je remercie vraiment ces 13 experts d'avoir pris le temps de répondre. C'était un format Google Form où vous voyez, ils avaient la recommandation et ils notaient totalement approprié, totalement inapproprié, le rationnel qui leur était présenté, et puis il y avait une petite case de commentaires en dessous où ils pouvaient finalement donner leur avis. 2 tours de cotation, un en décembre et un en février 2022. Donc, au premier tour de Delphi, 11 sur 23 propositions étaient jugées appropriées avec accord fort et ont directement été validées. Donc elles avaient toutes une médiane supérieure à 7 et que des notes entre 7 et 9.
5 sur 23 étaient jugés appropriés, mais avec un accord relatif au premier tour, avec une médiane supérieure à 7, mais des notes un petit peu plus étalées entre 5 et 9. Donc là, il y avait un deuxième tour de Delphi. Et puis 7 propositions jugées incertaines, malgré une très bonne médiane supérieure ou égale à 7. On n'avait pas d'incertaines où il y avait des notes entre 4 et 6,5 ou faibles. C'était plutôt des valeurs qui étaient inférieures à 5 pour certains des experts cotateurs. Et du coup, un deuxième tour de Delphi était également proposé pour ces 7 propositions. On a rediscuté en groupe de pilotage pour reformuler certaines propositions. Une seule a été modifiée, a été reproposée. Et on a reproposé les 5 et les 7 propositions. Au deuxième tour, donc on peut, je vous rappelle, éliminer les réponses inférieures à 5 ou une donnée manquante éventuelle. Il n'y a pas eu de donnée manquante. Mais finalement, on a eu 10 propositions qui ont été jugées appropriées avec un accord fort, donc médiane supérieure à 7 et toutes les notes entre 7 et 9, en plus des 11 précédentes. Une proposition jugée avec un accord relatif, médiane supérieure à 7, mais une note inférieure à 5. Et puis une proposition qui a été jugée de recommandation incertaine, avec un consensus qui n'a pas pu se dégager. On a préféré, du coup, avec le groupe de pilotage, supprimer cette proposition. Donc au final, voilà, les propositions qui vont vous être présentées, elles sont issues de ce travail de Delphi. Sur les 23, 11 validées au premier tour, 11 propositions qui n'avaient pas été reformulées mais qui avaient été resoumises au deuxième tour, une reformulée. Au deuxième tour, 11 validées également, une qui a été finalement éliminée par le groupe de pilotage. Donc 22 propositions qui vont vous être présentées par Henri. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y aura des questions sur la méthodologie. Je ne suis pas sûr que ça déclenche la passion des foules. Bon, on va commencer dans le vif du sujet. Henri. Bonjour à tous et toutes. Alors merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. Merci aux organisateurs donc de ces recommandations, avec un travail qui a commencé il y a déjà assez longtemps, donc on est content de vous les présenter les résultats aujourd'hui. Alors en introduction, je dirais que vous allez voir là tous les items que je vais vous présenter. Donc ce sont en fait les résultats donc de cette méthode Delphi qui ont permis de soumettre à des experts des propositions et de recueillir leur accord. Donc vous allez voir que ça fait un petit peu liste parce qu'on va avoir tout un tas d'items à prendre en considération pour l'organisation des soins et la prise en charge des patientes en préopératoire, on va dire pendant la période périopératoire et en post-opératoire. Ce qui est important, voilà, en introduction, c'est de dire que pour obtenir vraiment le plein effet de cette RAC, qui est cette démarche de réhabilitation améliorée en chirurgie, et si on veut obtenir donc les pleins effets qui sont finalement une amélioration de la prise en charge des patientes, une diminution de la morbidité périopératoire, une diminution des complications, ben c'est très important que toutes ces mesures elles soient associées, puisque à la fin c'est vraiment l'ensemble de toutes ces mesures qui permet d'être synergique et d'obtenir l'effet attendu de la RAC pour l'amélioration de la prise en charge périopératoire des patientes. Alors donc la mise en œuvre d'une stratégie de RAC, elle repose donc sur l'association de ces nombreuses mesures, et donc dans la définition on retrouve la notion de rétablir les capacités du malade avant la chirurgie dans la période post-opératoire dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est une approche multidisciplinaire bien sûr, qui repose sur le chirurgien mais également sur les anesthésistes et puis surtout les acteurs impliqués dans la prise en charge des patientes, notamment les équipes paramédicales. Donc là, dans les items qui vont vous être présentés, il y a des items qui concernent plutôt ce qu'on appelle la préhabilitation, donc c'est la préparation du malade à la chirurgie, donc dans les jours qui précèdent l'intervention, la prise en charge chirurgicale adaptée donc au concept de RAC, et puis également des notions de prise en charge anesthésique également adaptées à ce concept. Alors l'information, c'est très important parce que il a été bien montré que décrire le parcours de soins aux patientes, ça permet aux patientes d'adhérer aux mesures qui vont être proposées et donc d'en devenir actrices.
Et donc on parle de démarches centrées autour du patient. Donc c'est vraiment très très important de rendre les patientes actrices de leur prise en charge. Et ça, c'est des notions qui ont été développées dans des documents publiés par la Haute Autorité de Santé déjà en 2015. Donc on privilégie notamment la distribution de supports écrits. Alors il y a ce qu'on appelle le passeport RAC, qui sont des exemples de documents qu'on peut remettre aux patientes, qui vont permettre d'expliquer un petit peu tous les éléments qu'il va falloir favoriser pour améliorer leur prise en charge périopératoire. Donc là, la première proposition, c'était avec un accord fort, il a été retenu qu'il était proposé d'informer les patientes sur les modalités de la chirurgie et de l'anesthésie, ainsi que sur les bénéfices attendus et les modalités de mise en œuvre d'une stratégie de réhabilitation améliorée en chirurgie. Alors concernant le tabac et l'alcool, donc là on est plutôt sur des éléments de préhabilitation. Alors on sait que l'arrêt du tabac dès 4 semaines avant la chirurgie, c'est associé à une diminution des complications post-opératoires, notamment des infections de parois. Ça diminue les retards de cicatrisation, il y a une diminution des complications pulmonaires et une meilleure récupération post-opératoire. Et que même si on arrête le tabac vraiment très peu de temps avant l'intervention, jusqu'à même 12 à 48 heures avant la chirurgie, mais on va diminuer la quantité de monoxyde de carbone circulant et ça contribue à une meilleure oxygénation des tissus et donc à une meilleure récupération, une diminution également de ces complications. Donc il faut favoriser l'arrêt du tabac, évidemment le plus tôt possible avant l'intervention, mais même quelques heures avant, c'est déjà intéressant. Alors l'alcool, par ailleurs, une consommation excessive d'alcool, c'est aussi associé à une augmentation du nombre de complications, notamment par son effet immunosuppresseur et l'effet sur la fonction cardiaque. Et c'est associé à une prolongation de l'hospitalisation. Donc c'est également quelque chose qu'il faut, il faut inviter les patients et les accompagner pour diminuer, voire arrêter leur consommation d'alcool. Donc là, notamment, j'ai mis cette citation d'une publication de la Cochrane qui date de 2012 et donc qui dit que les interventions intensives de sevrage alcoolique préopératoire, y compris avec des stratégies pharmacologiques pour la prophylaxie des rechutes et des symptômes de sevrage, peuvent réduire de manière significative le taux de complications post-opératoires. Donc ça, ce sont des données qui contribuent à aller dans le sens de l'accord qui a été donné dans le cadre de ces recommandations. Et donc il est noté qu'il est proposé dans un contexte de réhabilitation améliorée d'informer la patiente sur les bénéfices de l'arrêt de la consommation de tabac dans la période périopératoire et également de l'arrêt de la consommation d'alcool dans la période périopératoire. Donc c'est des mesures qui doivent être mises en place et accompagnées. Alors concernant l'anémie préopératoire, donc là, je vous ai mis des chiffres qui concernent la chirurgie bénigne. Donc, par exemple, dans cette publication de 2020, à peu près 100 000 patientes qui sont prises en charge pour une hystérectomie pour un motif bénin. Eh bien, il a été noté sur cette cohorte très importante de patientes que l'anémie préopératoire, c'était un facteur de risque indépendant d'augmentation du durée d'hospitalisation et d'augmentation du taux de réadmission et également de la morbidité chirurgicale. On peut noter que dans les recommandations du collège concernant le cancer de l'ovaire, il avait été déjà proposé de dépister l'anémie préopératoire. Et donc, de manière tout à fait cohérente avec ces données et avec un accord fort, il a été proposé de dépister l'anémie préopératoire en fonction du contexte clinique. Évidemment, si vous partez sur une intervention très simple avec un risque hémorragique très faible, ce n'est pas forcément indispensable. Mais dès lors qu'il y a un risque de saignement ou qu'on part sur une chirurgie un petit peu plus complexe, eh bien, il est proposé de dépister l'anémie préopératoire et bien sûr d'envisager les mesures nécessaires à sa correction. Donc, dès lors qu'on commence à envisager une intervention pour laquelle un risque de saignement est attendu, eh bien, il faut assez vite demander une numération et éventuellement corriger avant l'intervention le taux d'hémoglobine. Alors la question de la préparation digestive. Donc là, je vous présente les données d'une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés qui porte sur 943 patientes et donc en pathologie bénigne par célioscopie, pour les chirurgies qui sont menées par célioscopie, notamment en gynécologie. Il n'a pas été noté de différence lors de l'utilisation d'une préparation digestive en comparaison à des chirurgies qui étaient menées sans préparation digestive, sur la qualité de la visualisation, sur la facilité de préhension des organes, notamment de l'intestin, et sur le taux de complications. Par contre, on sait que la préparation digestive, ça majore l'inconfort pour les patientes. De la même manière, j'avais repris, puisqu'il y avait ces recommandations pour la prise en charge chirurgicale des cancers de l'ovaire, pour laquelle il n'avait pas été émis de recommandations concernant la réalisation ou non d'une préparation digestive
j'ai mis ça parce que ça peut être des chirurgies, en fait finalement dans notre discipline, les chirurgies pour lesquelles on peut être amené à réaliser un geste digestif, c'est probablement la chirurgie de cytoréduction pour les cancers de l'ovaire et la chirurgie de l'endométriose profonde. Et donc là, en tout cas, pour ces deux situations, eh bien, les recommandations récentes du collège n'avaient pas émis de recommandations. Et les experts là, qui ont été sollicités dans le cadre du groupe Delphi, avec un accord fort, ont proposé que dans un contexte de réhabilitation améliorée, de ne pas réaliser une préparation digestive systématique en préopératoire, en cas de chirurgie gynécologique, y compris lorsqu'un geste colique est associé. Donc voilà, plutôt un positionnement en défaveur de l'utilisation de la préparation digestive en chirurgie gynécologique. Alors concernant la voie d'abord, donc il y a un message qui est très important, c'est que la démarche de la RAC, elle s'envisage quelle que soit la voie d'abord, c'est-à-dire que vous fassiez de la voie mini-invasive ou de la laparotomie, eh bien, vous pouvez appliquer cette démarche de réhabilitation améliorée. Néanmoins, dans un programme de RAC, il y a un certain nombre de paramètres, de manière évidente, qui vont faire privilégier la voie mini-invasive lorsqu'elle est possible, puisque, bon, ça c'est des choses qui sont très bien démontrées, mais la voie mini-invasive, elle est associée d'une manière générale à moins de douleur, moins de gêne à la marche, à la reprise de la déambulation, moins de fatigue, et c'est un facteur indépendant de réduction de la durée d'hospitalisation. Donc de manière tout à fait naturelle, il est proposé que dans un contexte de réhabilitation améliorée, de privilégier la voie d'abord mini-invasive lorsqu'elle est appropriée au contexte clinique. Donc ça, c'est des choses tout à fait normales. Concernant les drains et les sondes, donc là, je vous parle d'une publication qui date de 2001 de l'équipe de Philippe Maurice, donc c'est de Gustave Roussy. C'est une étude randomisée qui comparait la mise en place ou non d'un drainage lombo-aortique après un curage pour cancer gynécologique. Et il avait été mis en évidence que la mise en place d'un tel drainage augmentait le nombre de complications imputables au drainage et également augmentait la durée médiane d'hospitalisation. Concernant la sonde vésicale, eh bien on sait qu'un retrait tardif de la sonde vésicale, c'est-à-dire plus de 24 heures, est associé à un taux plus élevé d'infection urinaire, un retard à la reprise de la marche et des hospitalisations prolongées. Pour cette raison, il a été proposé que dans un contexte de réhabilitation améliorée, on ne réalise pas la pose systématique en péropératoire d'une sonde nasogastrique, mais également qu'on ne mette pas en place de manière systématique en péropératoire un drain chirurgical, y compris en cas de curage ganglionnaire ou de résection digestive. Donc le message, c'est de laisser le moins de drains possible et de réévaluer leur utilité très rapidement après l'intervention et de les retirer dès qu'ils sont plus nécessaires. Concernant l'antisepsie cutanée, on a une publication de 2010 qui avait été publiée dans le New England qui comparait l'utilisation de la chlorhexidine alcoolique à la povidone iodée avec 400 patientes par groupe. Et il avait été montré dans cette publication qu'il y avait un taux d'infection du site opératoire qui était inférieur pour les patientes pour lesquelles l'antisepsie cutanée avant l'intervention était réalisée à la chlorhexidine. Par ailleurs, la Société française d'hygiène hospitalière a émis des recommandations en 2016 sur l'antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l'adulte. Et de la même manière que dans cette recommandation de cette Société française d'hygiène hospitalière, les experts du Delphi ont proposé que dans un contexte de RAC, il fallait réaliser une désinfection large du site opératoire utilisant en peau saine une solution alcoolique de chlorhexidine ou de povidone iodée et au niveau vaginal une solution à faible concentration alcoolique. Donc tout ça pour diminuer le risque d'infection du site opératoire notamment et les complications post-opératoires. Et par ailleurs, il y a une question qui a été posée également sur la douche préopératoire et les experts se sont positionnés en faveur de l'utilisation d'un savon simple. Donc voilà, toujours avec l'objectif de simplifier un petit peu toute la préparation du patient en l'absence de données qui permettent de justifier d'utiliser quelque chose de plus important que le savon simple ou de plus complexe comme produit. Concernant le risque thromboembolique, il n'y a pas de données spécifiques à la RAC, donc on reprend les recommandations de la SFAR qui datent de 2015. Et il est important de noter par ailleurs dans ce contexte l'importance de la mobilisation précoce dès le premier jour post-opératoire. La HAS en 2016 avait noté que malgré l'absence d'études avec des niveaux de preuves élevés, la balance bénéfice-risque était en faveur d'une mobilisation endudite dès le premier jour post-opératoire. On sait que c'est associé à une diminution des complications thromboemboliques, une diminution des complications respiratoires, également de l'atrophie musculaire et de la durée d'hospitalisation.
Donc, dans un contexte de RAC, il est proposé de prescrire une prévention du risque thromboembolique selon les modalités retenues par la SFAR, qui est la Société française d'anesthésie-réanimation. Et également de favoriser la mobilisation précoce avec un lever dans les 24 heures qui suivent l'intervention. Alors, dans la période préopératoire, il y a également aussi la question du jeûne. Donc là aussi, on a repris les recommandations de la SFAR. Et je rappelle que dans un contexte de RAC, mais d'une manière générale, il est proposé de réduire la durée du jeûne préopératoire pour diminuer le métabolisme de jeûne qui se met en place en cas de jeûne. Donc il faut limiter au maximum cette durée. Et donc il est limité à 6 heures pour les solides et 2 heures pour les liquides clairs, avec la possibilité d'utiliser des préparations spéciales de carbohydrates qui sont disponibles et qu'on vous invite à proposer à vos patientes. Concernant la prémédication, dans un contexte de RAC, il est proposé de ne pas prescrire un traitement anxiolytique systématique en prémédication. Ça aussi, c'est une proposition qui a été acceptée avec un accord fort. L'antibioprophylaxie, de la même manière, il y a des recommandations qui existent, donc on les suit. Ce sont celles de la SFAR qui datent de 2018. Et donc, dans un contexte de RAC, il est proposé d'administrer une antibioprophylaxie péropératoire selon les modalités retenues par cette recommandation. La prévention des nausées-vomissements post-opératoires. Donc la prévention de ces nausées-vomissements, elle passe par une approche multimodale qui est décrite ici. Donc ça passe par l'ajustement d'abord des protocoles d'anesthésie, la diminution de la durée du jeûne, l'adaptation de l'hydratation périopératoire, la gestion de la douleur, avec une approche multimodale de gestion de la douleur. Et donc, voilà, il est proposé dans ce contexte de RAC d'adopter une stratégie multimodale péropératoire de prévention des nausées-vomissements. Je rappelle que le score qui est proposé ici, qui est le score d'Apfel, qui permet d'évaluer le risque de nausées-vomissements post-opératoire, parmi les facteurs de risque, il y a le sexe féminin, puisque vraisemblablement c'est un symptôme qui est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et donc, dans la population des patients pris en charge en gynécologie, c'est bien sûr un élément important. L'hypothermie, donc ça c'est quelque chose de très important, l'hypothermie, la gestion de l'hypothermie et la prévention de l'hypothermie accidentelle au bloc opératoire. Là également il y a un texte de 2018 qui a été publié par la SFAR. Et là vous pouvez voir dans cette publication qui est déjà un petit peu ancienne, qui date de 2001, de voir les conséquences de l'hypothermie dans la période périopératoire. Et vous voyez qu'avec des valeurs significatives entre une population de patientes chez qui on a réussi à maintenir la normothermie par rapport à des patientes qui sont hypothermes. Vous avez tous ces paramètres qui sont altérés, donc le taux d'infection du site opératoire, la durée d'hospitalisation, les pertes sanguines péropératoires. Donc c'est des choses auxquelles on ne fait pas, je trouve, toujours très très attention. On n'est pas forcément sensibilisé, mais en fait c'est vraiment capital de maintenir la température du patient autour de 36,5 degrés pendant l'intervention, notamment pour les interventions longues. Donc là, de la même manière, les experts ont proposé que dans un contexte de RAC, il fallait utiliser en péropératoire des techniques de réchauffement cutané actif pour maintenir une température autour de 36,5 degrés. Donc je vous invite également à être vigilant sur ce point. L'analgésie périopératoire, eh bien, c'est une analgésie multimodale avec la notion d'épargne morphinique. Donc ça repose sur l'utilisation de techniques également d'anesthésie loco-régionale. Et donc il est proposé dans ce contexte de réhabilitation améliorée de poursuivre en post-opératoire l'analgésie multimodale qui a été mise en œuvre en péropératoire et en privilégiant la voie orale, ce qui va également avec le retrait rapide notamment des perfusions. Donc ça c'est la reprise, ça c'est un petit mot pour parler notamment de la reprise précoce aussi de l'alimentation et de la voie orale. Donc pareil, dans les 24 heures qui suivent l'intervention, il faut reprendre l'hydratation le plus vite possible, bien adapter les traitements antidouleurs, proposer donc une réalimentation dès que possible. Et tout ça, c'est associé à une reprise des gaz plus rapide, une diminution des durées d'hospitalisation et des complications infectieuses, mais également à une augmentation du niveau de satisfaction.
une diminution de l'iléus. Donc vraiment la reprise de l'alimentation orale la plus rapide possible, c'est tout à fait capital. Alors, dans la période post-opératoire, là, il y a une série d'items qui ont été également retenus par le groupe d'experts. Donc, dans un contexte de RAC, il est proposé de ne pas laisser systématiquement un sondage vésical à demeure au décours d'une intervention chirurgicale. Donc là aussi, dès que possible, il faut essayer de retirer cette sonde. Le message, c'est dans les 24 premières heures, mais si possible, dès la sortie du bloc opératoire, donc en fait le plus vite possible. Il est proposé dans un contexte de réhabilitation améliorée de favoriser une réalimentation précoce initiée dans les 24 premières heures afin de prévenir le risque d'iléus post-opératoire. Donc ça reprend les données que je viens de vous présenter. Et également, donc, dans un contexte de réhabilitation améliorée, de favoriser l'arrêt précoce des perfusions. Ça va avec la reprise de l'hydratation orale, de l'alimentation orale, et ça favorise également la déambulation au même titre que le retrait de la sonde vésicale. Donc tout ça, comme je vous le disais en introduction, ce sont vraiment des mesures qui sont synergiques et il faut appliquer toutes ces mesures pour obtenir l'effet attendu pour les patientes. La sortie, une recommandation tout à fait simple. Il est proposé dans un contexte de RAC d'anticiper les modalités de conditions de sortie de la patiente. Donc bien sûr, la sortie et l'organisation de la sortie des patientes, elles s'anticipent dès la période préopératoire. Et donc ça aussi, ça fait partie des propositions qui ont été retenues par le groupe d'experts. Je vous remercie. Merci beaucoup Henri. Donc effectivement, il y a pas mal de recommandations, pas mal d'items à respecter. Est-ce que vous voulez des précisions sur des items ou une précision sur la physiopathe qui nous a permis de mettre en avant ces items? Oui. Bonjour, Olivier Pouget, Montpellier. J'ai juste une question, c'est vous dites qu'il faut dépister l'anémie et la traiter. Du coup, ce que vous proposez, la numération, on l'a fait une semaine, un mois avant, c'est quand en pratique? Parce qu'il faut avoir le temps de la traiter? Alors tout à fait, le plus tôt possible, à mon avis, dès la programmation du bloc opératoire. C'est-à-dire en consultation, quand vous recevez la patiente, si vous avez, dès que vous pensez que cette patiente, vous allez être amené à l'opérer, il faut proposer une numération. Si la situation clinique le justifie, donc ça dépend bien sûr de l'état clinique de votre patiente et puis de l'intervention que vous allez réaliser. Mais au moindre doute, il ne faut pas hésiter à le faire pour en effet avoir le temps d'entreprendre la correction de l'anémie. Alors effectivement, ça peut demander un certain délai, comme vous posez la question. Il faut effectivement le faire dès la consultation pour avoir le résultat, ce qui permet de transfuser du fer, de perfuser du fer par exemple, etc. Parce que par contre, la transfusion n'a pas amené de bénéfice. Donc il faut vraiment anticiper pour pouvoir supplémenter, quoi. Et ça demande plus de temps, effectivement. Oui, très belle présentation, merci. J'avais une question sur le passeport RAC. Est-ce que vous avez des tuyaux à nous donner pour qu'on puisse diffuser un document type passeport RAC? Alors, il y a un peu des documents types qui existent. Notamment la HAS, elle a proposé des documents types. Je pense qu'on doit pouvoir en trouver sur Internet. Il y a beaucoup de services qui ont rédigé après leur propre passeport RAC, c'est-à-dire que ensuite, je pense que chaque équipe souvent peut prendre l'initiative aussi de faire un petit peu un protocole qui lui est propre, qui est adapté à la structure ou à la prise en charge des patientes, aux spécificités de prise en charge chez vous. Mais l'idée, c'est de remettre aux patientes un document, un document écrit qui va leur expliquer un petit peu cet état d'esprit pour que les patientes, elles ne soient pas surprises, notamment qu'on retire les perfusions, qu'on les lève, qu'on les réalimente. Il y a parfois des idées qui sont véhiculées, qui sont un peu contre-intuitives là-dessus. Et donc on sait que si les patientes sont informées dans le préopératoire de toutes ces mesures, elles vont comprendre, anticiper que c'est bon pour elles et que l'objectif final, c'est d'améliorer leur récupération post-opératoire. Et donc, en fait, l'idée, c'est de leur remettre un document et en tout cas de les informer en amont de l'intervention. Après, il y a des passeports RAC type qui existent, mais on peut tout à fait le produire soi-même. Ça, c'est... Tu as le groupe GRESS, tu sais, qui est le groupe de promotion de la réhabilitation améliorée, sur lequel il y a plein de documents qui sont utiles pour les patientes. En pratique, la désinfection vaginale, vous la faites avec quoi? Vous diluez comment votre bétadine alcoolique?
Alors, moi, 50-50 nous, on utilise la bétadine bleue, là, la bétadine vaginale. Tout à fait. C'était mis solution faiblement alcoolique. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que dans ces recommandations, qui sont les recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière, celle-là, parce que pour le coup, on a repris ces données-là, autant pour la solution alcoolique sur la peau, je trouve que c'est déjà important parce que il y a encore pas mal d'équipes qui désinfectent la peau avec de la bétadine non alcoolique. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un message à faire passer. Pour le vagin, je pense qu'en effet, il ne faut pas mettre la bétadine alcoolique telle qu'on la connaît. Donc nous, on utilise pour le vagin la bleue. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si l'ASFAR a établi également des recommandations précises pour la RAC. Parce que dans les petits hôpitaux de province où l'équipe anesthésiste se compose uniquement de médecins intérimaires, on a souvent du mal à pouvoir établir et avoir une attitude RAC. Parce que nous, chirurgiens, on va partir sur des choses qui vont aller à l'opposé de ce que vont faire certains anesthésistes. Et je voulais savoir si l'ASFAR a établi des positions précises sur les modalités d'anesthésie des patientes en vue d'une RAC. Oui, effectivement, il y en a une qui date de 2015, je crois, sur la chirurgie digestive notamment, mais où il y a pas mal de choses qui se croisent, mais il y en a, oui. Sur l'alimentation notamment, ça fait longtemps que c'est vraiment indiqué et que c'est négligé alors que c'est super important. Henri parlait de l'anxiété et de la prémédication. Une excellente prémédication, c'est le sucre. Donc un petit café sucré sans lait, c'est une excellente prémédication qui baisse le stress de l'organisme et qui apporte du confort aux patients. Ça semble complètement bidon, c'est hyper important en fait. Et c'est jamais fait, le patient il est tout fier de vous dire qu'il est à jeun depuis 3 jours, c'est délétère, quoi, voilà. Mais il y a effectivement des recos qui sont des recos anesthésistes, mais il y en a. Ou sinon, on peut te refaire un peu ce qu'on fait à Caen si tu veux. Après, il faut regarder, c'est la vraie vie, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement actuellement, c'est un constat, hein, c'est pas une critique, mais le mode de fonctionnement des anesthésistes, avec un anesthésiste qui change tous les jours, fait que on a un peu de mal à obtenir des prises en charge standardisées. Donc, si vous voulez mettre en place de la RAC et que vous n'en avez pas mis en place chez vous, ça repose sur vous essentiellement. C'est-à-dire qu'en pratique, faut faire passer les messages. Les antalgiques en préopératoire, ça peut être des antalgiques Péros, et c'est souvent ce qui est recommandé pour éviter justement que préparer la douleur péropératoire, c'est-à-dire éviter qu'on utilise des morphiniques pendant l'intervention. Il y a plein de choses que vous mettez en place. Je crois que faut pas attendre tout le monde. Si vous attendez tout le monde, vous ne mettrez jamais en place une RAC. C'est déjà au niveau chirurgical, vous arrivez à mettre 80% de la procédure en place et c'est votre volonté derrière. Ça va être vous de réfléchir à quels sont les soins qui sont utiles et pertinents pour la patiente, hein, tout simplement. Je vous dirais des choses toutes bêtes, mais réfléchissez pourquoi vous sondez une patiente pendant une intervention. En fait, vous allez vous apercevoir que très peu de patientes nécessitent d'être sondées pendant une intervention. Vous leur demandez de pisser juste avant de venir au bloc. Et chez nous, je crois qu'on ne sonde maintenant plus que les hystérectomies célio, les chirurgies qui vont durer plus de 3 heures, et les hystérectomies vaginales sont plus sondées, les hystéroscopies évidemment ne le sont pas, les célioscopies classiques ne le sont pas, les promontos sont sondés, mais c'est une habitude pour repérer le ballonnet quand on fait le décollement. Voilà, et toutes les patientes sortent du bloc sans sonde. Arrivées en salle de naissance, les patientes sont déperfusées, elles gardent un cathé obturé. En salle de réveil, elles gardent un cathé obturé. L'idée, c'est que quand la patiente rentre dans le service, elle doit pouvoir se lever. Donc si vous lui mettez une perf, si vous lui mettez un drain, si vous lui mettez une sonde urinaire, elle ne se lève pas. Et vous avez perdu tout le bénéfice de la RAC. Enfin, déjà une grosse partie du bénéfice de la RAC. Donc c'est se rappeler que la patiente, arrivée dans le service, elle doit pouvoir se lever. Donc comme elle n'a plus d'apport ni de perfusion, donc vous êtes obligé de la réalimenter, donc elle va être réalimentée. Comme elle n'a pas de sonde urinaire, elle va se lever pour aller faire pipi. Et c'est ça qui fait tout le début du travail de la RAC. Si je peux juste compléter ce que vient de dire Vincent, et par rapport à ce que tu as dit Gildas, il faut quand même vraiment une forte collaboration entre chirurgiens et anesthésistes. Donc c'est vrai que ça pose le problème d'anesthésistes intérimaires, etc. Donc il faut quand même vraiment avoir un référent anesthésiste qui va porter le projet de la RAC et permettre à ses collègues, enfin
entraîner ses collègues dans ce projet, mais également il y a aussi une collaboration avec tout le personnel paramédical qui est très important, notamment les infirmières. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a toujours une résistance au changement. Et quand on va dire à l'infirmière que la patiente revient sans sonde, elle va dire ah bah non, elle va être en rétention, etc. Donc il y a vraiment toute cette conduite du changement à faire et ne plus faire du tout des choses en chirurgie par habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va se poser la question est-ce qu'il y a un intérêt et pourquoi on le fait, et plus rien faire par habitude. Voilà, et vraiment une forte collaboration sur le couple chirurgien-anesthésiste, mais pas seulement, et vraiment la collaboration avec les infirmières et leur expliquer. Et après, ça se passe super bien. Et on voit que toutes les patientes en bénéficient, notamment les plus âgées, notamment pour les chirurgies les plus compliquées, et même des patientes qui n'étaient pas forcément dans des protocoles RAC au départ. Juste une remarque, deux questions. Pour la désinfection cutanée, vous avez certainement assisté à l'exposé sur les césariennes d'hier. C'est vrai que dans vos recommandations également, vous avez opposé la chlorhexidine alcoolique et la polyvione iodée, sans préciser qu'elle serait alcoolique ou non. Donc c'était la question qui était posée tout à l'heure. Donc voilà, la réponse était peut-être à préciser. Ça, c'est une remarque. Et j'ai deux petites questions. Premièrement, vous avez dit réhabilitation orale moins de 24 heures. Donc là, évidemment, mais est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour aller plus près, parce que 24 heures, c'est quand même beaucoup. Voilà. Et la deuxième question, c'est sur les préventions thromboemboliques. On n'a pas parlé de contention, classe 2 pas, ou oui, non, on fait plus, on fait encore, on fait toujours. Et sur le Lovenox, vous avez parlé des recommandations de l'ASFAR. Dans ma pratique, sur la chirurgie bénigne en gynécologie, les recommandations de l'ASFAR sur le Lovenox, est-ce que vous avez des données récentes là-dessus? Je partagerai peut-être ma réponse avec Thérèse. Thérèse qui est anesthésiste. Ouais, c'est le but. Thérèse est notre anesthésiste. La désinfection, alors c'est donc en effet de la bétadine alcoolique qu'il faut utiliser. Enfin, c'est un produit alcoolique. Voilà. Ensuite, par rapport à la réalimentation, en fait, comme vous avez pu le voir, notamment il y avait une proposition qui a été retirée parce qu'elle était un petit peu jugée un peu litigieuse. Quand on dit 24 heures, c'est pareil pour le lever, c'est pareil pour la sonde vésicale, par exemple, on dit dans les 24 heures, c'est parce que bon, il faut quand même que bien sûr les propositions qu'on fasse, elles soient pas non plus trop contraignantes non plus, enfin, il faut que ce soit acceptable. Donc c'est vrai que quand on dit reprise de l'alimentation dans les 24 heures, en fait, c'est sûr que l'arrière-pensée, c'est le plus vite possible, et notamment dès le premier jour, quand les patientes, elles retournent dans leur chambre, et notamment la reprise de de la boisson. Elles peuvent boire dans l'immense majorité des cas tout de suite et se réalimenter le jour même, en dehors de situations peut-être de chirurgie plus complexes. Donc voilà, le 24 heures, il est mis pour donner pour inciter à la réalimentation la plus rapide possible, mais ça peut être bien sûr plus rapide. Concernant la prévention du risque thromboembolique, de mon point de vue, mais peut-être tu compléteras, je pense que l'ASFAR avait retiré l'utilisation systématique des bas de contention. C'est plus quelque chose qui est recommandé. Et surtout, il faut pas que toutes ces mesures, elles gênent celle qui est, à mon avis, la plus importante, qui est la reprise de la déambulation rapide. Donc, peut-être tu peux... Déjà sur la réalimentation, il y a quelque chose qui est simple, c'est les boissons en salle de réveil. Ça aussi, ça fait partie du confort. Je pense que la réalimentation, c'est pas de forcer les gens, c'est de leur donner ce qui leur fait plaisir. Et nous, on a des boissons en salle de réveil qui sont soit des boissons sucrées, soit de l'eau. On commence déjà en salle de réveil. Et ça, comme le disait Vincent tout à l'heure, on donne déjà les antalgiques Péros en salle de réveil. La durée de résorption des antalgiques Péros ou IV, c'est la même. Ça donne moins de travail aux infirmières et l'efficacité est la même pour les patients. L'acupan, il faut doubler les doses par 2, mais bref, il est mieux toléré à cause de ça. Donc voilà, pour la réalimentation, déjà les boissons et après leur donner ce qu'elles veulent quand elles veulent. Enfin, vraiment, ce qu'elles ont envie de manger. La réalimentation, pourquoi? Parce que c'est elle qui va stimuler les enzymes digestives qui vont, elles, stimuler toute la reprise du transit. Donc c'est vraiment super important et ça fait partie du confort. Ça fait partie aussi de la baisse du stress, puisque le jeûne, c'est du stress déjà pour l'organisme. Donc la réalimentation, c'est ça. Effectivement, sur l'anticoagulation,
Donc les bas de contention peuvent être délétères. Ça, surtout les études ont surtout été effectuées dans l'AVC en fait. Mais il peut y avoir, et vous le verrez, si vous regardez vos patientes, surtout les obèses, elles ont des espèces de garrots parce que la chaussette elle a glissé. Ça peut être extrêmement délétère. Donc c'est indiqué dans 2 cas. Ça avait été dit il y a quelques années sur des réunions hémato, anesthésie et gynéco. C'est indiqué sur les jambes les lésions variqueuses, les lésions veineuses avérées, et sur les œdèmes, les jambes lourdes, etc. Sinon, non, quoi. A priori, non. C'est la déambulation, effectivement, au maximum. Et puis, ça va être les anticoagulants à dose préventive. Alors, une précision là-dessus, maintenant qu'on a vraiment pas mal d'obèses. Les anticoagulants, vous allez mettre quoi? HBPM par exemple, le Venox 4000. Bon, si vous avez une personne qui est supérieure à 100 kg, en fait, il ne faut pas mettre 2 fois cette dose sur la journée. Ça a été dit il y a quelques années à l'ASFAR. Soit vous surdosez tout le temps, soit vous sous-dosez tout le temps. Il faut augmenter la dose unique, en fait. Nous, on a fait un petit schéma qui a été repris d'ailleurs dans 1 ou 2 études. En fait, une femme de 100 kg, on va lui mettre 5000, la moitié de son poids, si vous voyez. Une femme de 120 kg, on va lui mettre 6000, un truc comme ça. Ça a été repris, l'idée a été reprise, c'est pas dans des recos à l'heure actuelle, mais ce qui est clair, c'était des avis d'experts à l'ASFAR il y a quelques années, 2-3 ans. C'est pas des recos non plus, mais c'est une seule dose en prévention, d'accord ? Et c'est sur les interventions longues. Alors, une chose qui n'a pas été rediscutée, mais qui tente à être rediscutée, c'est que toute cette mobilisation fait qu'on pourrait peut-être en faire encore moins. Pour l'instant, il traîne toujours que c'est Célio supérieur à 1 heure, etc. C'est plus si vrai que ça, puisqu'il y a une mobilisation, parce que toute cette réhabilitation tend à ce que ça soit moins nécessaire. Bon, le bémol, il est effectivement qu'on a, enfin, c'est peut-être parce qu'on est en Normandie, mais de plus en plus d'obèses qui se mobilisent des fois quand même beaucoup moins. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi. Ah oui, et alors, ouais, mais ça c'est surtout... Effectivement, on a mis en place aussi les flottrons. Il n'y a aucune validation scientifique sur les flottrons, qui sont des moteurs qui vont masser en fait le mollet, enfin la jambe si vous voulez, en péropératoire. Il faut les installer dès le péropératoire et qui sont poursuivis en post-opératoire. Ça c'est surtout indiqué pour les chirurgies longues, cancéreuses, etc. Il n'y a aucune validation scientifique pour l'instant. Après, pour aller dans le sens de Thérèse, les anticoagulants, il faut les prescrire sur indication. Une hystérectomie vaginale qui dure une demi-heure chez une patiente qui n'a pas de facteur de risque, elle n'a pas d'anticoagulant. Une césarienne qui n'a pas de facteur de risque sur une chirurgie programmée, pas une césarienne en urgence, mais une césarienne programmée qui n'a pas duré spécialement longtemps, il n'y a pas de facteur de risque, c'est pas d'anticoagulant, c'est la déambulation. D'accord ? Il faut arrêter de faire des choses sans réfléchir, il faut... Pour aller plus loin, un cancer de l'ovaire avec une laparotomie, un curage pelvien lombo-aortique chez nous, elle a un tap-bloc en fin d'intervention, d'accord, et elle est passée péros, elle n'a pas de sonde urinaire, elle est réalimentée le soir et levée sur une xyphopubienne. D'accord, et ça se passe très bien. Alors évidemment, pendant votre chirurgie, vous allez utiliser que de la thermofusion, des écarteurs souples non traumatiques, et vous verrez, ça marche très bien, on n'a rien inventé. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ma question sur la reprise de l'alimentation était que dans les services en pratique, malgré une communication qu'on essaie d'optimaliser avec nos collègues d'anesthésie, c'est vrai qu'on se heurte quand même à un dogme sur la reprise de l'alimentation liquide après une célioscopie pour un kyste de l'ovaire qui est de 4 heures ou de 6 heures ou de... Voilà, et ça, c'est un peu compliqué. Et ma question, en fait, c'était où sont les textes sur lesquels on pourrait s'appuyer pour essayer de faire bouger le curseur un petit peu sur c'est ça le sujet. Il y a d'excellents... Les premiers textes, ils sont de Kellett, 1989. C'est extraordinaire. Non, mais il faut les sortir, ces textes. Ils sont excellents. Il réalimente les Césars, etc. Ben, sortez-leur ça, c'est 1989. C'est incroyable. 87 et 89. Sortez-leur. Il avait déjà sorti tous les items de la RAC, enfin plein d'items de la RAC, et sortez-leur. Et après, les premiers yaourts, vous leur donnerez vous-même, et elles verront bien que ça marche super bien, parce qu'effectivement, elles ont peur. C'est pas négatif, mais elles ont peur que la femme vomisse, patati, patata. Non, c'est voilà. Une histoire que je raconte souvent, quand on a commencé à faire les hystérectomies, on a commencé à travailler sur les hystérectomies en ambulatoire en 2012. Au départ, on avait 2 services d'hospitalisation. Quand je bossais à Pontoise, il y avait le service de gynéco, puis il y avait le service de l'hôpital de semaine.
Et en fait, on s'est aperçu lorsqu'on a commencé parce qu'on avait été tous éduqués dans une hystérectomie, ça doit avoir une sonde urinaire pendant 24 heures, une mèche vaginale, et ça ne doit pas être alimenté. Et donc, on a commencé, avant de faire l'ambulatoire, l'étape d'avant, c'était on essaie de tout enlever le soir même pour voir ce qui se passe. Et donc, la sonde urinaire, les infirmières de gynéco nous disaient, bah ouais, on va t'appeler à 2h du matin quand on va être en globe. Puis tu disais, on va les réalimenter le soir. Elle va te dire, ouais, mais on va t'appeler quand il va falloir nettoyer parce qu'elle a vomi, la dame. Et régulièrement, le lendemain matin, on me disait, ah, t'as vu, hein, on l'a sondée. Ah, bah t'as vu, elle a vomi. Et alors, c'était bizarre parce qu'on hospitalisait aussi des patientes en chirurgie de semaine, et là, en chirurgie de semaine, il ne se passait rien. Parce que les infirmières n'avaient pas d'habitude, en fait. Donc, qu'elles n'aient pas de sonde urinaire, ça leur semblait, ça les choquait pas, et qu'on les réalimente le soir, ça les choquait pas. Et c'était très rigolo de voir ça. C'est-à-dire que les patientes en chirurgie de semaine, avec des infirmières qui n'avaient pas l'habitude, ça se passait bien. Et puis, dans notre service, avec nos infirmières, avec qui on travaillait depuis des années, avec qui on était en proximité, eh ben, ça posait problème. Donc, du coup, après, on a tout fait en ambulatoire, comme ça, il n'y avait plus d'infirmières. Oui. J'ai une petite remarque hors sujet et une question. La remarque hors sujet, vous conseillez de la bétadine alcoolique pour la peau. Hier, j'ai été au RPC sur les césariennes. Ils nous ont expliqué que la bétadine alcoolique et la bétadine normale, c'était pareil. Moi, ça m'a choqué. Je vous fais part de cette remarque. Ça rejoint la remarque de monsieur. En fait, moi, j'ai pas assisté à ces recos. C'est vrai qu'on pourra en discuter avec eux pour essayer de, je sais pas si on peut a posteriori homogénéiser un petit peu ça, parce que je pense que c'est valable aussi pour les césariennes. Bon. Et je vais vous poser une question qu'on a déjà dû vous poser 1000 fois. C'est sur la réalimentation dans les 2 heures qui suivent. Je trouve ça très élégant, mais s'il y a une reprise chirurgicale, ça gêne pas les anesthésistes qu'elles aient mangé un yaourt pour les rendormir? En pratique, tu les reprends souvent dans les 2 heures qui suivent. Hein? En pratique, tu en reprends souvent dans les 2 heures qui suivent. C'est exactement ça, c'est comme la sonde gastrique, etc. Quand on laisse des sondes gastriques qui vont créer une iléus, des inhalations sous prétexte que, enfin voilà, il faut effectivement... C'est important. Et puis après, on sait endormir, même quand c'est des estomacs pleins finalement. Sinon, on ne s'amuse plus. C'est important que tous ces principes ne soient pas ralentis justement par des événements très rares. Bon, c'est vrai que ça peut arriver, mais... Je pense qu'il faut essayer de proposer au maximum de patientes. Dans la grande majorité des cas, ça se passe bien, et donc il faut essayer de faire profiter le plus grand nombre de ces mesures-là. Pour la bétadine alcoolique et pour les césariennes, j'y étais aussi. Et moi, ça m'a étonné parce que les dernières recommandations à COG, qui datent d'il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, recommandaient pour la césarienne spécifiquement la bétadine alcoolique sur les données scientifiques de l'époque. Donc j'ai été étonné qu'ils ne nous disent pas ça, la même chose hier aux recommandations de césarienne. Après, je pense que par rapport, on ne va pas refaire les RPC césariennes, mais je pense que par rapport à la césarienne, il y avait aussi le problème de la césarienne en urgence et de la césarienne programmée. Et je ne sais pas si vous avez été au courant, mais il y a quand même des cas dans les césariennes en urgence sur l'alcoolique où il y a eu, avec le bistouri électrique, des feux. Voilà. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils laissent la bétadine dermique, parce qu'il y a des ventres qui ont pris feu avec le bistouri électrique et l'alcool qui n'était pas évaporé, et que le chirurgien s'est un peu trop servi de son bistouri électrique. Alors ça on peut en parler, mais de toute façon, les incendies, c'est sur des flaques de bétadine alcoolique. Si c'est bien étalé, ça ne pose pas de soucis. Bien sûr, la bétadine alcoolique présente l'avantage aussi de sécher beaucoup plus rapidement, et sur la césarienne en urgence, parfois on n'a pas beaucoup de temps. C'est au niveau, enfin moi je ne suis pas hygiéniste, mais je trouve que c'est un vrai argument au niveau hygiène pour l'alcoolique. Puis entre nous, pour une césarienne, on n'a pas besoin de bistouri électrique pour... Bon. Merci, je vais passer la parole à Arthur. Donc Arthur Foulon qui va nous présenter l'actualité et les perspectives dans la RAC. Bien, bonjour à tous. Effectivement, donc on va parler maintenant des actualités dans la RAC et les perspectives, notamment dans la réhabilitation améliorée en chirurgie gynécologique. Donc on sait tous que la spécialité de la chirurgie gynécologique n'a pas du tout été pionnière en la matière de réhabilitation améliorée en chirurgie, et que c'est surtout la chirurgie colorectale qui a été pionnière en la matière, suivie après par la chirurgie orthopédique. Et donc il y a énormément de publications qui valident l'utilisation de l'ensemble des items de la RAC dans ces spécialités. Il n'y en avait pas beaucoup en gynécologie. Donc j'ai repris les dernières études sur les 2 dernières années qui valident un petit peu tous les items qui vous ont été présentés par Henri. Donc cette première étude publiée en 2020 dans l'American Journal, qui est une étude
italienne portant sur 170 patientes, randomisées dans une prise en charge classique versus une prise en charge RAC, des patientes qui bénéficiaient à la fois d'une chirurgie, donc que de la gynécologie, pour des pathologies bénignes, pour des pathologies malignes, de la cœlioscopie ou de la chirurgie ouverte également. Donc on voit dans un premier temps qu'il y avait beaucoup d'items de la RAC qui étaient mis en place et plutôt bien mis en place. Par exemple ici en préopératoire, 100% d'informations claires sur la RAC, l'arrêt de la cigarette, du tabac pour 75%, pas de préparation digestive pour 95%. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, ça va être un peu long. La prophylaxie thromboembolique 83%, pas de prémédication dans quasiment 100% des cas. Pour la prise en charge péropératoire, l'analgésie multimodale, entre 85 et 100% en fonction des items. La prévention des nausées, vomissements, 94%. La normothermie, 98%. Pas de sonde nasogastrique, 95%. L'item le moins utilisé était l'absence de drainage à 61% d'utilisation, ce qui est quand même pas trop mal. Et en post-op, la reprise rapide, donc à 4 heures, là, pour parler des délais de l'alimentation orale. Pardon, un clic inopportun. Les chewing-gums aussi, rapidement. Voilà, tous ces items-là, rapidement et bien mis en place, une déambulation précoce, etc. Et donc, on voit sur l'ensemble de ces patientes donc, une diminution significative de la durée de séjour, de 2,8 jours dans le groupe RAC versus 6,1 dans le groupe classique, toutes causes de chirurgie confondues et toutes voies d'abord confondues. Quand on regarde plus spécifiquement en fonction de l'indication de la chirurgie, on retrouve exactement les mêmes résultats. Une diminution significative du taux de la durée de séjour pour les indications bénignes, pour les cancers de l'endomètre et également pour les cancers de l'ovaire. Lorsqu'on regarde également en fonction du type de chirurgie, en fonction de la voie d'abord, on a encore une diminution significative de la durée de séjour pour la cœlioscopie et pour la chirurgie ouverte. Lorsqu'on regarde les autres critères qui nous intéressent dans l'application des critères de la RAC, des items de la RAC, c'est la mobilisation précoce. Bon, là, elles sont stimulées un petit peu par les items de la RAC. Le temps plus rapide à la marche, le temps de premier mouvement du tube digestif plus rapide, tout ça de façon significative. Le temps de récupération des premiers gaz et des premières selles aussi significativement plus rapide dans le groupe de patientes ayant bénéficié du protocole RAC. Une récupération d'émissions spontanées également plus rapide. Bon, je ne vais pas tous vous les faire aussi, ça va faire une liste un peu longue. Et on voit la dernière petite ligne, une diminution significative du taux de complications, encore une fois en faveur des patientes qui ont bénéficié des protocoles RAC. Une autre étude également en 2020 portant sur une centaine de patientes ayant bénéficié d'une chirurgie pour un cancer de l'ovaire. Donc la précédente étude était également une étude randomisée prospective, donc également une étude randomisée prospective. Je n'ai pas repris tous les items de la RAC qu'ils ont utilisés, mais c'est exactement les mêmes avec des taux d'application qui étaient encore meilleurs que dans l'étude précédente. Et on voit sur cette étude, sur la durée de séjour, encore une réduction significative de la durée de séjour en faveur des patientes ayant bénéficié d'un protocole RAC. Alors dans cette étude, ils n'ont pas mis en évidence une différence significative sur les taux de complications, mais ils ont mis une différence sur le taux de réadmission à J30. Encore une fois, en faveur des patientes bénéficiant d'un protocole de RAC. Une autre étude portant sur 120 patientes bénéficiant d'hystérectomie par voie cœlioscopique. Encore une fois, une étude randomisée prospective. Un groupe protocole RAC, un groupe pas de protocole RAC. Et on voit une diminution significative de l'utilisation des antalgiques de palier 3, encore une fois en faveur du groupe RAC. On n'a pas de différence significative sur le niveau de douleur, mais probablement lié à ça. Une récupération plus rapide et un temps de sortie qui était plus court pour les patientes bénéficiant d'un protocole RAC. On peut le voir ici, il y avait plus de sorties dans les 24 heures et il y avait elles étaient plus rapidement prêtes à sortir pour les patientes, encore une fois, bénéficiant d'un protocole RAC. Dans cette étude, il n'y avait pas de différence significative sur le taux de réhospitalisation à 1 mois, mais pour des hystérectomies simples, on n'est pas trop étonné. Une étude un peu plus récente de 2022 qui s'est, elle, plus intéressée au protocole d'analgésie multimodale, une étude prospective randomisée également sur 140 patientes à peu près,
un groupe bénéficiant d'une analgésie multimodale avec épargne morphinique et un groupe bénéficiant d'une analgésie classique sans épargne morphinique. Alors quand on regarde un petit peu plus en précision le protocole de l'étude, on se rend compte que les patientes qui étaient inclus dans le groupe analgésie multimodale avec épargne morphinique, elles bénéficiaient également d'autres items de la RAC, comme l'alimentation liquide autorisée jusqu'à 2 heures, un lever précoce, etc., qui n'avait pas l'air d'être le cas dans l'autre groupe. Alors eux, ils sont intéressés à la qualité de la récupération post-opératoire AJ2 par un questionnaire qui est validé sur 40 questions. Je ne vais pas vous faire le détail du questionnaire. Ils n'ont pas retrouvé de différence significative sur l'ensemble du questionnaire, mais sur la douleur post-opératoire, plus le chiffre est élevé, meilleur est le ressenti de la douleur par la patiente. Et on avait une différence significative sur le seuil de douleur post-opératoire AJ2, encore une fois en faveur du groupe RAC et analgésie multimodale. Sur les autres critères qui nous intéressent, quand on regarde plus spécifiquement les chiffres d'allodouleur, à la fois en salle de réveil à 2 heures, à 6 heures, à 24 heures et à 48 heures, on a une diminution significative du niveau de douleur. Encore une fois en faveur des patients bénéficiant d'un protocole RAC, avec une consommation de morphinique bien évidemment inférieure. Toujours pour les patientes dans cette même étude bénéficiant du protocole RAC, elles déambulaient plus rapidement, elles remangeaient plus rapidement, on leur retirait la sonde urinaire plus rapidement, ça c'est un peu ce qu'on attend dans ce genre de groupe, et une récupération du transit plus rapide. Cette étude permet de rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Henri sur l'importance du nombre d'items à mettre en place. Effectivement, on sait que plus on va mettre d'items en place dans un protocole de RAC, meilleur sera le résultat. Et cette étude porte sur 50 patientes qui ont bénéficié d'une chirurgie lourde par la parotomie pour un cancer de l'ovaire. Et on se rend compte que plus le nombre d'items de RAC est mis en place, plus moins la durée de séjour est importante. Et donc moins il y a de complications. Bon, ça, c'était pas significatif, mais dans d'autres spécialités, en chirurgie colorectale, en chirurgie orthopédique, on sait que plus on met d'items en place, moins il y a de complications. Donc, maintenant, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore? On a déjà développé pas mal de choses. Donc, j'ai fait un petit tour de la littérature pour trouver des petites pistes à travailler, sur lesquelles on pourrait travailler. Une équipe s'est intéressée, s'est posé la question de savoir si, en stimulant les patients à remarcher, ça permettait d'augmenter un petit peu leur récupération. Et donc, ils ont fait une étude sur des patients bénéficiant d'une chirurgie colorectale. Ils ont randomisé 48 patients. Un groupe ne bénéficiait pas de rappel pour dire de marcher tous les jours, et un groupe avait un système d'alarme où il leur disait tous les 5 fois par jour, je ne sais pas les horaires exactement, mais vous allez marcher. Bon, ils se sont rendus compte que ça ne servait pas à grand-chose de stimuler les patients. Il n'y avait pas plus de groupes de marche, de pas dans le groupe des patients bénéficiant d'une alarme. Il n'y avait pas de différence sur la durée d'hospitalisation, ni sur la reprise du transit, ni sur les complications. Donc c'est peut-être quelque chose à creuser, de stimuler encore plus les patients, sachant que tous les patients bénéficiaient d'une prise en charge classique RAC. Une autre étude, là, sur des patientes bénéficiant d'une chirurgie gynécologique par cilioscopie, sur la consommation de café en post-opératoire, entre 2 et 6 heures en post-opératoire. Toutes les patientes, peu importe le groupe, bénéficiaient des items de la RAC à peu près de façon équivalente. Et il y avait un groupe, donc une étude randomisée prospective, un groupe qui avait on leur donnait du café en post-opératoire, et un groupe, on leur donnait juste de l'eau chaude. Et on voit un effet positif significatif de la consommation de café, à la fois sur la reprise du transit, sur les gaz, sur les premiers mouvements intestinaux, sur la tolérance des premiers apports hydriques et solides, mais à la fois aussi sur le seuil de douleur, à la fois à 24 heures et à la fois à 48 heures. Et également sur la durée d'hospitalisation. Donc les patientes bénéficiaient de les deux groupes d'un protocole RAC, et la seule différence, c'était la consommation de café. Donc un café, c'est pas cher, effectivement. Un petit café sucré, ça peut être bon, ou sans sucre aussi. Cette étude s'est intéressée à la stimulation du nerf tibial postérieur en post-opératoire. Alors la stimulation du nerf tibial postérieur, elle est utilisée pour la prise en charge de certaines constipations un petit peu chroniques et un petit peu sévères. Et c'est pas compliqué à faire, c'est juste 2 petites électrodes sur la cheville en post-opératoire, et ils se sont demandé si ça ne permettait pas d'accélérer, de réduire en tout cas la durée de l'iléus post-opératoire. Donc là, ce n'est pas des patientes de chirurgie gynécologique, c'est des patientes qui ont bénéficié d'une chirurgie colorectale. Et alors il y avait quasiment 160 patientes à peu près.
Les seuls résultats significatifs retrouvés, c'était pour les patientes bénéficiant d'une chirurgie du côlon droit. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi seulement les patientes, les chirurgies du côlon droit, avec un temps de premier gaz plus rapide pour les patientes qui avaient une stimulation du nerf tibial postérieur et quasiment significativement moins d'épisodes de vomissement. On n'a pas retrouvé les mêmes données pour le côlon gauche. Voilà, on ne savait pas expliquer pourquoi. Donc peut-être encore une petite piste à creuser. Et quelque chose qui n'est pas compliqué à faire et qui n'est pas trop invasif. Enfin, on sait que tout acte chirurgical, toute intervention invasive va induire une réponse inflammatoire et un stress pour nos patientes. Donc on va essayer de réduire au plus ce stress et les items de la RAC sont créés pour réduire cette réponse inflammatoire et ce stress. Et les médiateurs biologiques de l'inflammation, du stress oxydatif, jouent un rôle majeur dans la physiopathologie de la RAC. Donc il y a une équipe qui s'est intéressée à l'apport du robuvite, c'est une molécule qui est issue du chêne, l'arbre du chêne, qui est utilisée pour la prise en charge de certains troubles du sommeil et de troubles de l'humeur et qui a des propriétés antioxydantes. Et donc ils ont regardé, c'est des patientes qui étaient opérées d'une hystérectomie par voie vaginale, donc une trentaine par groupe, ils ont randomisé des patientes qui avaient ce traitement par robuvite versus des patientes qui avaient juste du placebo. Et ils observaient une diminution significative à la fois à 4 semaines et à 8 semaines de quasiment l'ensemble des marqueurs du stress oxydatif. Donc c'est une petite piste. Dans cette étude, ils n'avaient pas de différence significative sur les critères cliniques de récupération, de douleur, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de patientes. Voilà, c'est une petite piste peut-être à creuser pour l'avenir. Donc en conclusion, les bénéfices de la RAC sont prouvés dans de nombreuses spécialités. Et maintenant en gynécologie, avec pas mal d'études qui commencent à sortir. On vous l'a dit et on vous le répète, c'est très important d'utiliser le plus d'items possible. C'est ça qui va vraiment faire le résultat. Il y a plein de petites choses qui sont à développer, à la fois sur des nouveaux critères et à la fois aussi pour la chirurgie robotique. Alors, on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas pour la chirurgie robotique. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de développer dans l'urgence. C'est un petit peu plus difficile à mettre en place dans l'urgence, mais voilà, on peut aussi faire de la recherche là-dessus. Donc vraiment, je vous invite vraiment à mettre en place des protocoles de RAC dans votre service. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a certaines associations ou groupes qui peuvent vous aider, notamment le groupe GRACE. Vous pouvez adhérer à ce groupe sur Internet assez facilement. Il y a même certaines ARS qui proposent un accompagnement. Alors je sais qu'en Ile-de-France, en PACA, en région Rhône-Alpes, les ARS proposent un accompagnement. Enfin, si vous voulez creuser un peu plus, le groupe DRPC a publié très récemment 5 articles vraiment dédiés à la RAC dans la Revue Blanche, c'est tout récent, là, ça date d'il y a un mois. Donc je vous invite à aller les télécharger. Merci pour votre attention. Merci Arthur. Est-ce qu'il y a des questions? Merci infiniment. Par rapport à l'article sur le café, savez-vous si c'est la caféine en tant que telle qui est potentiellement efficace? Et si oui, faudrait-il utiliser du paracétamol caféiné, par exemple, pour les personnes qui n'aiment pas le café? Bonne question, Thérèse. Est-ce que tu as la réponse à cette question? Non, je Thérèse, pense que peut-être as-tu la réponse. Le café qui accélère le transit un petit peu. Oui, moi la je dirais caféine. Effectivement, le café accélère le transit. Parce que c'est pas que le chaud, parce que l'autre groupe avait eau chaude. Donc c'est pas que le fait que ce soit chaud. Peut-être qu'un café froid, ça fait la même chose. Je n'ai pas de réponse scientifique à t'apporter. Moi non plus. Je regarderai. Et effectivement, on sait que le café accélère le transit, donc c'est une bonne idée. Alors je pense que je vais aller dans le sens d'Arthur. Hein. En effet, les prises en charge RAC, ça doit être un standard dans votre service en fait, en pratique, et dans les urgences, c'est aussi adapté. Nos grossesses extra-utérines, elles reviennent du bloc, elles sont déperfusées, elles n'ont pas été sondées obligatoirement, et elles sont réalimentées dans la foulée, par exemple. Et une GU faite le matin et sort le soir. Et à côté du chêne et du café, une question sur le chewing-gum. J'avais été intéressé par ce sujet et j'ai eu l'impression que ces dernières années, le balancier avait fait un peu le tour entre le oui et le non sur le chewing-gum, notamment par exemple en salle de réveil, qui est une façon simple à gérer et avec des résultats qui ne sont peut-être pas au rendez-vous. Donc voilà, votre avis là-dessus. Non, je n'ai pas creusé, moi. Effectivement, il semble qu'il n'y ait pas de résultat clair sur le chewing-gum.
Juste la discussion du chewing-gum, elle avait été discutée entre nous aussi pour savoir si on la faisait apparaître et si on proposait ça. Et il avait été arbitré que plutôt non, parce qu'on trouvait que ça pouvait être une proposition qui allait un peu à l'inverse de la notion de reprise de l'alimentation rapide. Parce qu'en fait, l'histoire du chewing-gum, c'était un petit peu pour dire aussi, on relance un peu le transit, on fait avaler, etc. Mais en même temps, on les fait pas manger, on les fait pas boire. Et on trouvait que finalement, peut-être valait mieux éliminer le chewing-gum pour faire passer le message qui est finalement à la même vertu, qui est de les faire boire et manger le plus vite possible. Et effectivement, les publications ne vont pas toutes dans le même sens. L'idée, c'est de faire sécréter, comme je le disais tout à l'heure, des enzymes et de relancer le transit ainsi. Mais une réflexion claire à ce propos, n'attendez plus les gaz. En fait, c'est la réalimentation qui va provoquer les gaz et le transit. Donc surtout, n'attendez plus les gaz. J'ai une petite question, Arthur. Est-ce que les patientes qui étaient dans le groupe feuille de chêne avaient de la dexaméthasone ? Je pense que c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas du tout de précision sur les critères cliniques pré- et péropératoires. Parce qu'on s'est aperçu, grâce au Covid, qu'effectivement, la dexaméthasone qu'on donne pour les nausées, vomissements, comme ça vous a été présenté tout à l'heure, a un effet anti-inflammatoire, anti-stress aussi, qui marche quand même très bien dans le Covid, mais qui aussi probablement marche selon la dose qu'on donne dans nos chirurgies aussi, et apaise un peu le stress périopératoire. Moi, j'ai une petite question très pratique parce que c'est vrai que dans notre équipe, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à introduire. C'est que dans la notion de jeûne de liquide, enfin dans les 2 heures, il y a l'histoire de la personne qui passe au premier tour au bloc. Et est-ce que cette patiente-là, il faut lui servir un café à 6 heures du matin? Est-ce que c'est pertinent ou pas est-ce que le bénéfice va jusqu'à éventuellement lui proposer quelque chose très tôt? Parce que c'est toujours un petit peu plus facile pour des patients qui passent un peu plus tard dans la journée. On se dit on va lui servir un petit déjeuner ou au moins un café. Je ne sais pas si vous avez des solutions pour ça. Moi, en fait, c'est plus pratique pour la première patiente. Ouais. C'est plus embêtant pour les suivantes. Ouais. Parce que pour la première, elle a un heure de passage qui est fixe. Donc, tu peux lui donner 2 heures avant. Mais par contre, pour les suivantes, où tu as un heure de passage qui va être un petit peu plus flou, ça nous est arrivé régulièrement qu'on appelait la suivante. Et en fait, elle venait de boire, quoi. Et donc, on devait attendre avant de la prendre en charge. Je pense que la difficulté, elle est plus pour les suivantes que pour la première. Et plus comme ça chez nous, parce qu'en fait, vraiment beaucoup de patientes arrivent le matin. Donc elles prennent le café chez elles et le temps de faire le trajet, d'être accueillies, etc., ça nous donne les 2 heures. C'est comme ça qu'on se débrouille. Elles le prennent chez elles avant de partir. Café, thé sucré, ou jus de fruits. Pour le bloc, elles sont amenées au bloc à 8 heures. Elles arrivent entre 7h et 7h30. Dans les perspectives, j'attendais peut-être votre avis sur les techniques chirurgicales, dont Vincent a parlé un tout petit peu tout à l'heure des écarteurs en plastique. C'était peut-être pas le sujet de la recommandation. Alors ma question c'est, est-ce que vous pensez quand même que techniquement, puisqu'on parle quand même de chirurgie gynécologique ici, il y a des axes de travail en perspective qui sont prometteurs? Je peux préciser ma question. Par exemple, la diminution du nombre de trocars ou de diamètre des trocars en célioscopie. J'ai vu qu'à la fin, tu as parlé de robotique. Bon, je ne suis pas très pour ça parce que je trouve que ça va dans l'autre sens. Mais enfin, peu importe. Donc, c'était votre avis sur des astuces techniques ou des aspects techniques qui pourraient pour vous être les basses pressions. Le futur. Les basses pressions. Ça, c'est sûr que les basses pressions, c'est vraiment intéressant, travailler en basse pression. Donc c'est vrai qu'il y a des systèmes quand même assez coûteux qui permettent de travailler en basse pression. Toutes les nouvelles énergies aussi qui permettent aussi de réduire le temps opératoire. Donc ça aussi c'est quand même un bénéfice en fait qui va dans le sens de la RAC. Donc qui permet aussi d'envisager des chirurgies ambulatoires, quoi. On ne faisait pas forcément avant. Et puis tout ce qui est réduction aussi du nombre de trocars, c'est sûr que si vous avez l'habitude de mettre 3 trocars, 4 trocars pour faire des chirurgies un peu plus simples, d'en mettre un en moins. Alors les monotrocars, ça peut être un peu compliqué pour certains gestes, mais pourquoi pas
plus moyen d'incision, moyen de pénétration, moyen de risque de complications et moyen de stress. Et pour la chirurgie robotique, c'est plus pour les grosses chirurgies lourdes où il y a un intérêt. C'est sûr que pour une hystérectomie simple qu'on peut faire par voie basse ou par celluloscopie en 1 heure ou 30 minutes par voie basse, là, le robot, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il n'y a strictement aucun intérêt et on va effectivement dans le sens d'un allongement de la durée opératoire, etc. Mais plus sur les grosses chirurgies. Dans la gradation, en fait, c'est la chirurgie la plus mini-invasive possible. Donc, c'est évident que la chirurgie vaginale ou la célioscopie fait meilleur que la laparoscopie. Après, c'est réduire tout ce qui est traumatisme, éviter tout ce qui est inutile. C'est ce que je vous disais, le sondage urinaire, c'est pas obligatoirement... le plus souvent, c'est inutile. Utiliser des écarteurs souples qui ne traumatisent pas la paroi. Arrêter d'utiliser des fils. Enfin, j'exagère, ça fait marrer tout le monde quand je dis ça, mais un cancer de l'ovaire, chez nous, on prend un fil pour fermer le vagin et les fils pour fermer la paroi. Et dans le ventre de la dame, on n'utilise jamais un fil. Une thermofusion, ça fait beaucoup moins mal qu'un fil. On le voit bien quand nous, on a commencé à travailler sur l'hystérectomie en ambulatoire, on a réussi à passer l'ambulatoire parce qu'on était passé à la thermofusion. On aurait mis des fils, on n'aurait jamais réussi à les faire en ambulatoire. Donc petit à petit, on réduit au maximum l'agression. Pour ce qui est de la célioscopie, alors moi je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, le nombre de trocars, la taille des trocars ou la pression, je pense que c'est du pipeau. Je pense que c'est surtout vider votre pneumopéritoine. Et ça, lorsqu'on a travaillé sur tout ce qui est, je vois Céline qui fait oui de la tête là-bas, quand on a commencé à travailler avec le Vénote, on s'est aperçu que finalement elles avaient vachement moins mal. Pourquoi ? Parce que quand vous fermez un Vénote pour une pathologie annexielle, en fait, vous la fermez en traîne. Et du coup, le CO2 s'enlève complètement et sans aucune difficulté. Il n'y a plus du tout de CO2. Et elles ont pas mal le lendemain. Alors que vos célios que vous fermez à plat par l'ombilic, au moment où vous fermez votre aponévrose, on fait tous pareil. On soulève l'aponévrose. Donc quand vous soulevez l'aponévrose, vous rentrez 1 ou 2 litres d'air dans le ventre de la dame. Vous faites votre nœud, vous laissez un bon pneumopéritoine dedans. Et la dame, le lendemain, parce que c'est le lendemain, c'est la mobilisation du foie qui normalement colle au diaphragme qui fait qu'elles ont pas mal. Et bien là, elles ont 1 litre d'air dans le ventre et elles ont mal le lendemain dans le haut du ventre et dans les épaules par irritation diaphragmatique. Donc, je pense qu'en effet, il y a quelques études qui ont montré que les basses pressions, le nombre de la taille des trocars, ce que vous voulez, mais en pratique, c'est vraiment vider le pneumopéritoine qui est vraiment efficace. Pour l'instant, j'ai pas la solution. Mais par contre, on fait beaucoup de nos chirurgies annexielles maintenant en Vénote. Et je peux te dire, tu vois, au quotidien, quand tu discutes avec les patientes, surtout, les célios, elles ont pas mal lorsqu'elles sortent le soir, elles ont le mal le lendemain quand elles commencent à se mobiliser. Et quand tu discutes avec les patientes, et ça a été vraiment frappant, elles ont vraiment pas mal le lendemain, les Vénotes. Oui, pour aller dans le sens de ce que tu dis, partage parfaitement, tu sais, ce que tu penses là-dessus. Pour une remarque, par contre, pour Vénote versus Célio classique, tu sais que j'utilise des trocars de 5 mm en optique de célioscopie avec une introduction directe. Donc, je ne ferme pas les aponevroses et effectivement, l'exsufflation, je dirais, précise du pneumopéritoine en position de traîne avec l'utilisation de repli aussi en intra-abdominal sont des mesures, je dirais, qui me semblent très importantes. Donc effectivement, exsuffler au maximum, mais on peut exsuffler d'une façon correcte et ne pas fermer les aponevroses, même sans le Vénote, quoi. Souvent, ce qu'on fait, nous, on laisse du sérum sur les célios classiques, on laisse 500 cc de sérum dans le ventre, ce qui fait que ça permet de mieux exsuffler. Et après, votre sérum, il est résorbé tout simplement en dialyse péritonéale. C'est ce qu'on utilise pour réhydrater lorsque vous allez dans des pays où les enfants sont tellement déshydratés par la famine. Lorsque vous voulez les réhydrater, on met un cathé péritonéal. Et en fait, ça se résorbe très bien, c'est réabsorbé par le péritoine. Et ça permet de mieux vider votre CO2 aussi, c'est un truc. Et vous mettez votre naropène dedans, que ça le dilue partout et il va partout. Questions. C'est l'heure du café, du coup. C'est parfait. Donc, merci à tout le monde. Merci à Guillaume, à Jean de nous avoir fait cette conférence. Et pour la méthodologie, ça a été un gros boulot. Je voulais vraiment le remercier. Et puis, remercier tous les membres du groupe et aussi tous les relecteurs qui ont participé au travail. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.